Alors les amis, est-ce que vous vous posez des questions sur votre travail comme est-ce que je suis toujours à la bonne place ou dans la bonne entreprise ? Moi, vous savez, je me suis moi-même posé toutes ces questions et j'ai fait le grand saut il y a plus de 17 ans en changeant de voie et de métier. Et j'ai mis plusieurs années à mettre en place mon changement professionnel et j'aurais aimé à l'époque pouvoir être accompagnée. C'est pourquoi aujourd'hui je suis heureuse de vous présenter notre partenaire, Chance, qui propose un bilan de compétences 100% en ligne pour vous aider à construire votre projet professionnel. Avec Chance, vous alternez des activités en ligne et des visios avec un coach professionnel choisi sur mesure pour vous aider à renouer avec vos aspirations profondes. Et le petit plus que j'aime particulièrement et qui change tout, c'est la force et la présence de la communauté Chance. En résumé, un vrai accompagnement sur 12 semaines pour construire le projet pro qui sera en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors en plus, le parcours est 100% finançable grâce à votre compte personnel de formation. Alors les amis, c'est le moment de profiter de l'été pour prendre du temps pour vous et de votre avenir. Rendez-vous sur le site chance.co pour faire le point avec un conseiller et préparer votre nouvelle vie pro pour la rentrée. Bienvenue dans le Best of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'Oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Mon invité pose cette question, et si le bonheur, l'épanouissement professionnel, la sérénité ne tenaient qu'à une chose, trouver notre juste place ? Notre bien-être dépendrait-il de cette question de place, que ce soit au sein du couple, dans sa famille, au travail, en lien avec l'argent, évidemment avec notre santé ? Une force puissante se cache dans cette approche et nous allons voir ce que nos épreuves et nos blessures nous cachent pour occuper enfin notre juste place, comme l'a fait mon invité dans son parcours de vie. Et elle va nous partager quelques-uns de ses secrets en exclusivité aujourd'hui dans Métamorphose, à l'occasion de la sortie de son nouveau livre très attendu, Trouver ma place, 22 protocoles pour accéder au bonheur. Vous aurez reconnu évidemment la romancière, journaliste et conférencière, experte incontournable de la libération émotionnelle, Natacha Calestrémé. Bonjour. Bonjour Anne. Bonjour Natacha. Ah, quel bonheur de te retrouver. Oui, c'est exactement, on disait hors antenne. Ce premier podcast, je renverrai vers la libération de votre énergie qu'on nous avions fait il y a à peu près 2 ans, c'est ça ? Ouais, la sortie de ton premier livre, qui a cartonné évidemment sur tous les réseaux. Et aujourd'hui, comme je le disais en introduction, on vient parler de ton nouveau livre qui sort tout juste aujourd'hui. On est vraiment le jour de la sortie, Trouver ma place, 22 protocoles pour accéder au bonheur. Alors, comment as-tu réalisé dans ta vie qu'il y avait cette histoire de place, que malgré tous tes efforts, tes talents, tes compétences, tu n'étais pas à ta juste place, et tu dis vis-à-vis de ta sœur jumelle, de ton célèbre mari Stéphane Alix, de ton fils, etc. Alors, au départ, je ne me suis pas vraiment rendu compte que la place était si prépondérante dans ma vie. Il m'a fallu plusieurs épreuves pour m'en rendre compte, alors que si on se pose réellement la question, chacun de nous a la place pour points extrêmement importants. C'est-à-dire que parfois, on est comme l'aîné, et puis on se dit « Ah, j'aurais préféré être le petit dernier », on est le second, on aurait préféré être l'aîné, on est le petit dernier, etc. Voilà. Donc la place, ça vient dans notre vie extrêmement tôt, et c'est une question qui m'a été effectivement dans ma vie d'emblée, une sœur jumelle, et quand on court, je faisais de l'athlétisme, elle aussi, au centième de seconde près, on a les mêmes chronos, on se ressemblait énormément physiquement jusqu'à l'âge de 18 ans, c'est pas évident finalement de trouver sa place et d'être différente, parce que très vite, c'est même le prénom, il n'existe plus, c'est les jumelles. Oui. Voilà. Et donc ça a été difficile, et pour elle comme pour moi.
Et alors, la chose amusante, c'est que quand je pars à Paris et puis qu'elle part dans le sud, dans le Pays Basque, je me dis, c'est bon, là, on n'est pas du tout dans le même domaine, ça n'a rien à voir, tout va bien. Et puis, le temps passe, je rencontre effectivement Stéphane Alix, et tous ceux qui me suivent sur les réseaux, Insta, Facebook, savent le nombre de personnes qui me disent, vous ressemblez comme des jumeaux. Oh, vous avez dû être des jumeaux dans une... Moi-même, je crois que je te l'ai dit. Oui. Je me suis dit, mais ça me poursuit, c'est vraiment, trouver sa place quand il y a quelqu'un qui... fait les mêmes choses que vous, et puis voilà. Mais on n'a pas besoin d'être jumeaux pour avoir des difficultés à apprendre et à trouver sa place. Et donc, après la clé de votre énergie, où effectivement j'ai pointé l'idée qu'il fallait absolument retrouver notre énergie pour être bien, je me suis rendu compte que certaines personnes avaient des difficultés à être totalement bien dans le bonheur, alors que globalement le couple ça va, globalement le travail ça va plutôt bien, les enfants aussi ça va, mais peut-être que les parents nous ont pas regardés comme un de nos frères et sœurs, peut-être que on a eu du mal à trouver notre place dans notre famille, et ça continue de grincer à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose de l'ordre du bonheur total qu'on n'arrive pas à atteindre à cause de ça. Et tu vois, j'ai rencontré pas mal de personnalités on va dire célèbres récemment, au cours de différentes émissions, et en discutant avec elles, sur le papier, elles ont tout. Mais au fond d'elles, il y a quelque chose qui dit un truc qui va pas. Et quand on creuse un peu, c'est une question de place, voilà. Oui. Et donc, je me suis dit, c'est une question prépondérante qui va pouvoir aider les gens, même qui, sur le papier, ont tout. Oui, c'est ça. Alors, tu fais à ce moment-là tu démarres un travail en transgénérationnel de à peu près 9 mois, dis-tu, le temps d'un bébé. Qu'est-ce que tu découvres à ce moment-là, justement, par rapport à ta place ? Alors, je découvre le lien qui existe entre nos épreuves de santé ou nos épreuves de vie et quelque chose qu'a vécu une personne avant nous, dans notre famille. Donc, père, mère, grands-parents, parfois oncles et tantes. Je dis toujours, si vous avez des informations sur une grande-tante ou un arrière-grand-parent, ce n'est jamais pour rien. Il y a une information, quelque chose peut-être qui se reproduit. Qui cherche à se dire. Oui, et qui impacte votre vie. Alors ça, tout simplement, on l'explique grâce à l'épigénétique. Tu me connais, j'ai toujours besoin de me rassurer sur le plan scientifique. Et donc, c'est l'épigénétique qui montre qu'effectivement, quelque chose, une épreuve vécue par une personne de notre famille, si elle n'a pas été résolue, guérie dans sa vie, même s'il est encore vivant, a toutes les chances de se reproduire auprès de l'enfant le plus à même de s'en libérer. Et ça peut sauter une génération. Je donne un exemple. Imaginons un grand-père qui a dû faire la guerre, et qui a vécu la peur, l'impuissance et peut-être la trahison. Parce qu'il a été donné par un voisin, j'en sais rien. Il a ingrammé dans son corps, dans son ADN, des modifications structurelles, et l'épigénétique montre que ça peut passer donc effectivement à l'enfant, et même au petit enfant, même s'il n'a jamais rencontré le grand-père parce qu'il est mort. Et donc, imaginons que dans notre vie, on vive par exemple dans notre couple une tromperie, une trahison. Et on se dit, mais je comprends pas, chaque fois que je rencontre un homme, il me trompe. Eh bien, c'est probablement en lien avec la blessure de trahison du grand-père. Imaginons que dans notre vie, on n'arrive pas à se lancer dans un nouveau métier, on veut faire autre chose, on était dans l'assurance, on veut devenir, je sais pas moi, thérapeute. On s'est formé, mais on n'arrive pas à se lancer. Il y a des peurs en nous. Ces peurs, elles sont probablement héritées du grand-père. Et tout à l'avenant, voilà. Et donc, j'ai découvert, grâce à cette thérapie, finalement, le lien entre mon invisibilité et l'invisibilité de ma grand-mère. Mais j'ai découvert plein d'autres choses. Oui, bien sûr, on va en parler évidemment. Alors tu expliques qu'une des clés, c'est cette compréhension aussi qu'à travers une épreuve, on perd de l'énergie. Ça, c'est quelque chose de très important aussi dans ce nouveau livre. Une énergie vitale qui se situe au centre de notre poitrine.
Absolument. En fait, à travers mes recherches, je me suis rendu compte que alors, les énergéticiens parlent du siège de l'âme. Bon, et l'âme, effectivement, d'après eux, se trouve au centre de notre plexus solaire, c'est-à-dire au centre de notre poitrine, qui est un des centres nerveux centraux, voilà, de notre corps. Et en fait, l'âme, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement ce qui porte notre confiance en soi, notre estime de soi, notre façon de parler, notre façon de penser et notre énergie vitale. Et donc, une épreuve, quelle qu'elle soit, ça peut être une mauvaise nouvelle, un déménagement, un accident de voiture, la baffe d'un parent quand on est tout petit et qu'on ne l'a pas vu venir. Eh bien, finalement, cet événement douloureux va nous faire perdre de l'énergie. Tu veux que j'explique comment, pourquoi ou pas ? Disons que j'aimerais bien venir au phénomène justement aussi d'emprise énergétique, et puis tu en parles en lien avec ces fameux 2 chercheurs, puisque tu aimes bien, comme tu disais, aussi te sourcer scientifiquement, qui t'ont éclairé sur le sujet. Oui. On peut citer Philippe Bobola et France Irigoyen. Oui. Et tu l'avais aussi décrit dans Les blessures du silence, Bien ce sûr. mécanisme. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'en fait, Philippe Bobola, qui est docteur en biologie, en physique, chercheur sur le cancer et anthropologue, m'a expliqué que notre corps était essentiellement composé d'énergie et d'information. Cette énergie et information qui compose en fait 99% de chacun de nos atomes. Voilà. Nos atomes, eh bien, il y a un nuage électronique qui est mu par une énergie. Il va dans un sens grâce à une information. Voilà. Et donc, notre corps, il est constitué essentiellement d'énergie, d'information. Et donc, une épreuve, qu'est-ce que c'est finalement ? C'est une mauvaise nouvelle, c'est quelque chose qui vient donner une information douloureuse qui perturbe notre propre information, notre propre énergie. Et comme notre corps, il cherche à nous protéger, eh bien, il va faire en sorte qu'une partie de notre énergie s'en aille de notre corps pour nous éviter de devenir fous de douleur. Voilà. Et donc, dès qu'on vit une épreuve, et on n'a pas besoin que ça soit si grave que ça, eh bien, on perd effectivement de l'énergie. Et c'est un phénomène dissociatif, on pourrait dire ? Complètement, absolument. C'est une dissociation. C'est les psychiatres. Tu citais Marie-France Irigoyen. Eh bien, elle a expliqué. Il y a une première étape de sidération, de dissociation et de fuite mentale qui font que finalement cette fuite mentale peut être attachée à cette perte d'âme, cette perte d'énergie en nous, qui fait que on se sent vidé, qu'on se sent complètement perdu par rapport à différentes situations, parce qu'on a perdu de l'énergie. Et pour les personnes qui ont beaucoup d'énergie, mais c'est un piège, parce que finalement on ne se rend pas compte qu'on perd de l'énergie. Moi, ça a été mon cas. Ouais, moi, je me ressens quand tu dis ça, effectivement, par rapport à l'énergie. On se dit, non, moi, tout va bien, je n'ai pas perdu d'énergie, je suis en pleine forme, etc. Et ça, c'est la blessure d'injustice, parce que la blessure d'injustice, elle est coquine, parce que on est injuste envers soi-même, et on ne voit pas qu'on perd de l'énergie, et c'est celle qui amène notamment au burn-out. Ah oui. Parce que, au surmenage, on se dit, toujours plus, on ne se rend pas compte qu'on perd de l'énergie. Alors c'est vrai, quand on t'écoute, on a l'impression que ça peut être un puits sans fond de se dire, de toute façon, des événements, il en arrive tout le temps dans la vie, donc des pertes énergétiques, ça veut dire que j'en ai tout le temps. Est-ce qu'il y a des degrés et à quel moment on doit se dire, potentiellement, ça m'empêche de trouver ma juste place, et là, il y a quelque chose à faire ? Absolument. Alors, perdre un petit peu d'énergie, c'est pas si grave, parce qu'on va trouver d'autres moyens pour la récupérer. En fait, si on perd un petit peu d'énergie par des petites épreuves au quotidien, cela signifie que ce sont les répliques d'une perte d'énergie beaucoup plus ancienne et majeure. Je cite Carl Gustav Jung qui dit que voilà, tant qu'on n'a pas compris le message d'une épreuve, il se reproduit. Eh bien, effectivement, si notre voisine nous dit oh là là, tu fais du bruit en ce moment, t'es pénible, alors que c'est plutôt elle qui fait du bruit, on le prend super mal.
au lieu de se dire, elle est folle, c'est n'importe quoi, c'est elle qui fait du bruit, mais qu'est-ce qu'elle me cherche des poils aux œufs, eh bien, ayons le réflexe de... Tu connaissais pas l'expression? J'adore, les poils aux œufs. Je la ressortirai dans Métamorphose. Bon, c'est bien. Eh bien, faisons un pas de côté et disons-nous que cette voisine met l'accent sur une épreuve plus ancienne où j'ai perdu de l'énergie, premièrement, et si je le vis comme de l'injustice, ou si je le vis comme du rejet ou une humiliation, ou de la colère ou de la peur, finalement, la manière dont on le vit, eh bien, cherchons si avant, on n'a pas vécu cette injustice, cette humiliation auprès de nos parents petits. Et puis, est-ce qu'on n'en a pas hérité, comme j'en parlais tout à l'heure, grâce à l'épigénétique, voilà, enfin, ce qu'a remontré l'épigénétique, mais est-ce qu'on n'en a pas hérité sur un plan transgénérationnel de notre mère, qui peut-être a vécu des humiliations auprès de son mari, auprès de sa mère, auprès de son patron, peut-être qu'elle a vécu du rejet vis-à-vis, je sais pas moi, de ses beaux-parents, voilà. Donc là, il faut enquêter un petit peu du coup, parce qu'on n'en a pas forcément le souvenir conscient. Complètement. Et c'est vrai que j'ai essayé d'en trouver ma place, de modéliser un moyen d'aider au mieux les personnes, et je les ai encouragés à prendre un carnet, un cahier, dans lequel, voilà, ils vont noter à la fois les dates des protocoles avec qui ils les font, et puis surtout, ce qui est assez génial, c'est que quand on commence à travailler sur le plan énergétique, donc avec ces rituels, ces protocoles, il y a des informations qui viennent à nous. J'ai quantité de personnes qui me disent: j'ai commencé à faire le travail et j'ai appris que ma mère avait fait une fausse couche. Et voilà. Et donc, moi, vous expliquez dans votre livre que je n'arrive pas à me projeter dans l'avenir parce que j'ai le sentiment que la vie n'a pas de sens. Et vous expliquez dans votre livre que finalement, si quelqu'un a fait une fausse couche, les mots naissance et mort ont été associés, que ça ne va pas ensemble, que la vie perd de son sens. Ça peut être une grand-mère aussi. Voilà. Et du coup, on a hérité de ce non-sens. Et on se dit, oh, mais je suis nulle, je suis faible, pourquoi j'avance pas, pourquoi j'arrive pas à me lancer? Tout simplement parce qu'on a hérité de notre maman, de notre grand-mère ou de notre tante, ou de toutes les trois, de ceux qui ont fait une fausse couche ou une interruption de grossesse, ou tout simplement qui ont perdu un enfant, et qui ont associé, voilà, ces mots naissance et mort qui font que la vie n'a plus de sens. C'est ça. Et tu parles même de redevenir entier, hein. C'est un terme qui est fort. Tu te sens être redevenu plus entière, on va dire, même si on ne l'est jamais à 100%, parce que tu refais toi-même, j'imagine, les protocoles. Non-stop. Oui. Mais oui, c'est un sentiment, effectivement, en fait, de force, de solidité, où on se sent ancré, on se sent... en fait, tout simplement, c'est pas tant tellement physique que finalement les épreuves qui arrêtent de nous toucher. Parce que, donc, il y a ça. Et elle ne réactive plus, quoi. C'est ça, elle réactive plus la blessure. Voilà. Et quand une épreuve vient, parce que comme tu le dis justement, il y a des choses, eh bien, systématiquement, je me dis, tiens, qu'est-ce que ça montre? Je te donne un exemple. Récemment, j'ai eu sur le plan professionnel, j'avais plus de nouvelles d'une personne, plus rien, sur un projet qui me tient vraiment à cœur. Et je me suis dit, comment je le vis? Et c'est mon projet initialement. Et je me suis dit, c'est comme une privation de maternité. Tu vois, le bébé, le projet, bon. Et je me dis, est-ce que j'ai vécu ça dans mon enfant, dans ma vie? Oui, j'ai vécu quelque chose de ce genre-là. Donc, je vais faire un protocole de consolation par rapport à ce et puis aux personnes qui m'ont fait vivre ça. Un protocole 6 avec ces personnes qui m'ont fait vivre ça. Et puis surtout, j'ai cherché qui dans ma famille avait été privé de maternité, de paternité, il ne faut pas oublier les hommes, et avait eu un projet qui avait capoté, ou bien n'avait pas eu la reconnaissance qu'ils espéraient. Et je me suis rendu compte que ma mère n'a jamais eu de problème avec ses enfants, même si plus tard elle a perdu, voilà, ma sœur, une de ses filles, mais en tout cas,
elle avait été vilipendée et critiquée par sa belle famille sur sa gestion des enfants, alors qu'ils n'y connaissaient rien. Ma mère nous a très bien élevés. Enfin, j'espère. Voilà. Mais en tout cas, elle a vraiment souffert. J'ai une tante qui était religieuse. Donc, elle a choisi cette voie par dépit amoureux. Et donc, elle a toujours regretté de ne pas avoir des enfants. J'ai fait un protocole avec elle. Mon grand-père paternel avait été sous le joug de sa femme et de sa belle-mère. Il n'a jamais pris sa place en tant que père. J'ai fait un protocole avec lui. Et j'ai un oncle qui était chanteur à l'opéra, qui aurait dû avoir un succès immense, qu'il n'a pas eu. Il n'a pas eu la reconnaissance de son travail. J'ai fait un protocole avec lui. Voilà. Et les choses se sont dénouées. Dans ta situation. Dans ma situation, après avoir fait cette série de protocoles. Donc effectivement, il faut toujours essayer de chercher le lien. Et comme ce lien, il n'est pas facile à trouver, c'est pour ça que j'ai vraiment modélisé dans le livre plein de situations, etc. Je te donne un autre exemple. Hier, j'ai rencontré une jeune femme qui me raconte comme ça. Elle me dit je suis journaliste, j'ai pour la première fois de ma vie un super métier pour une grosse chaîne, un truc important, etc. Et elle me dit, pile au moment où je suis embauchée, il y a le confinement. Au bout d'une semaine, je perds mon emploi. Bon, alors, j'ai pas de chance et tout ça. Et puis, elle continue à me dire des choses. Et elle me dit, j'ai, il y a 3 ans, rencontré un homme à l'étranger. Pour rester à l'étranger, je me marie avec lui. On revient en France. Et au bout d'une semaine, il me dit, non, je suis pas sûre de moi, on divorce. Et je lui dis, est-ce que vous vous êtes rendu compte de la répétition. De la répétition, et puis surtout de la notion de temps. Chaque fois, une semaine. Elle n'avait pas fait le lien. Et je lui dis, il va falloir chercher dans votre vie qui, avant vous, a eu un drame, peut-être la perte de quelque chose, d'un enfant. On a tout, on n'a plus rien, au bout d'une semaine. Elle me dit, mais je sais. Elle me dit, ma mère, elle était toute jeune, à 18 ans, elle est tombée enceinte, et elle me dit, on l'a obligée à faire une interruption de grossesse très vite. Voilà. Ouais, donc elle a fait le lien tout de suite. Voilà. Ouais, vraiment fou. Hein. Alors dans tes protocoles, et là tu l'as pas nommé, tu invoques souvent le protocole du recouvrement d'âme. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on peut le faire ? Nous donner un exemple. Alors le recouvrement d'âme, c'est le Parce que là on parle d'énergie. Hein. On parle d'énergie. C'est un reset énergétique. Comme tu l'as dit très justement, voilà, on perd de l'énergie chaque fois qu'on vit une épreuve. Et donc le principe, c'est effectivement de faire ce protocole 5, ce recouvrement d'âme, suite à une épreuve. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de citer toutes les épreuves. Ouf! Celui-là, voilà, c'est si mon âme, un jour tu as souffert, voilà, et que tu as préféré prendre la distance, et voilà, et on continue, on va récupérer cette énergie. Alors, ce protocole-là, il est essentiel, il faut commencer par là. C'est la base. C'est la base. Hein. C'est pour ça que je le mettais en premier de l'interview, là, parce que je me dis c'est vraiment un protocole à avoir en tête tout de suite. Absolument. On le fait une fois, on n'a pas besoin de le refaire ensuite. Si on revit une épreuve douloureuse, oui. Mais sinon, on le refait au bout de 6 mois, par exemple. Mais on n'a pas besoin de le refaire. Tant qu'il n'y a pas d'autres épreuves, on ne le refait plus. Et ce protocole-là, il dure, 10 minutes tout mouillé, même pas 5 minutes. Et quand on a vécu de lourdes épreuves, notamment des viols, des attouchements, des choses dramatiques, il faut faire que celui-là, déjà, parce que il y a certaines personnes qui sentent physiquement des choses très, très fortes. Moi, j'ai un médecin qui l'a fait et qui m'a dit, je me suis couchée à 18h, j'ai pratiquement dormi 10 heures derrière. Oh là là. Il me dit, alors que mon rythme, c'est plutôt 6 heures, tellement il fallait que son corps récupère, fasse de la place, intègre cette énergie. Et c'est pour ça que, en général, je dis, quand vous faites une série de protocoles, puisqu'on peut faire plusieurs protocoles dans une série, écoutez-vous et arrêtez avant d'être fatigué. Voilà, quand vous sentez qu'il y a la fatigue, et ça peut être juste après un premier protocole, ça peut être après 2 ou 3, on s'écoute, parce que il faut laisser notre corps le temps de
récupérer cette énergie, de la même manière qu'après un gros repas, on a envie de dormir et pourtant on vient de manger, on vient de prendre l'énergie, eh bien, il faut que cette énergie, elle fasse sa place. De la même manière, tu dis, si vous n'avez pas ou très peu de souvenirs de votre enfance, il y a raison quand même de vous poser des questions. Complètement. Alors, si il y a ce qu'on appelle une amnésie, un déni, cette fuite mentale dont je parlais en début de ton podcast, eh bien, finalement, elle est là pour nous éviter d'être fous de douleur, de devenir fous. Et notre mental nous a protégés. Donc, tant qu'on ne se rappelle pas, à la limite, on n'a pas besoin de finalement chercher. Par contre, très souvent, quand on commence à faire ces resets énergétiques, ces recouvrements d'âme, c'est qu'on est prêt. Et l'âme, notre âme, est tellement contente de voir finalement que on est sur le chemin de la guérison. Et souvent, eh bien, effectivement, se dire « je n'ai pas de souvenir », ça cache peut-être quelque chose de compliqué que j'ai vécu, eh bien, c'est le premier pas, et j'en ai les frissons, c'est le premier pas vers la guérison, puisque on conscientise que notre cerveau, notre mental, nous a protégés en créant une espèce d'amnésie traumatique, parce qu'on n'était pas en capacité d'en venir à bout. Mais ceux qui se posent la question en disant « bah oui, moi, de 0 à 8 ans, j'ai aucun souvenir », et qui se posent des questions maintenant, et qu'elles écoutent ton podcast, eh bien, peut-être que c'est le bon moment pour ces personnes-là, pour avancer. Et en faisant les protocoles de reset énergétique, le 5 et le 6, les recouvrements d'âme, eh bien, finalement, les informations vont possiblement revenir à elles si elles sont prêtes, ces personnes. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre ou pas forcément? Est-ce qu'il n'y a pas de risque de décompensation psychotique si on fait ça seul? Est-ce qu'il vaut mieux être quand même checké d'abord avec un médecin ou Alors, il y a des personnes qui se sentent de le faire tout seul et elles ont raison. D'autres qui se sentent pas de le faire seul et moi, souvent, je leur dis prêtez votre bouquin à votre thérapeute. J'ai même des gens qui l'ont prêté à leur kiné ou à leur ostéopathe. Ouais. Ce protocole-là, je le fais avec vous parce qu'il y a une confiance. C'est important qu'il y ait une confiance. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit je l'ai fait avec une amie. Je l'ai fait avec ma sœur ou je l'ai fait faire à ma mère. Bon, ça, c'est possible, complètement. Ce qui est important, c'est que si la personne a vécu des choses très difficiles, du genre, voilà, dont on vient de parler, viol, attouchement, bon, inceste, etc. C'est bien, on va dire, de faire le protocole 5 qui est suite à une épreuve, c'est-à-dire on ne le fait pas encore avec la personne qui nous a violentés, et on voit comment ça réagit. Voilà, il n'y a aucun risque de faire ça tout seul. On a 2 grands alliés qui sont là pour nous aider, donc il y a pas de problème. Et si on voit que tout va bien, on peut le faire les choses par soi-même. Moi, mon objectif, c'est de rendre les personnes autonomes. Oui. Alors tu en as parlé 2 fois des protocoles 5, 6 et 6+, pour refermer ces blessures. Est-ce que tu peux nous les décrire rapidement comme ça? Quand tu en parles, on sait ce dont il s'agit. Alors, le protocole 5, c'est le recouvrement d'âme suite à une épreuve. On le fait parce qu'on a tous vécu des épreuves. Et comme tu l'as dit, c'est le premier. Ensuite, le protocole 6 ou 6+, la différence, c'est quoi? C'est que le protocole 6+, on va le faire avec nos parents. Oui. Notre père et notre mère, c'est-à-dire que c'est un protocole 2 en 1. C'est la petite nouveauté qu'il y a dans ce livre-là. Oui. C'est-à-dire que on va à la fois récupérer l'énergie que nos parents nous ont prise, parce que bien sûr qu'ils nous ont pris de l'énergie, c'est juste évident, de la même manière que nous on a pris de l'énergie à nos enfants. Dès qu'on souffre, on prend de l'énergie. Bon, c'est banal. Bon. À nos enfants, on a cette faille en nous, on a cette béance d'énergie, et bien en déstabilisant l'autre, malgré nous, finalement, on lui prend de l'énergie. Bon. Le protocole 6+, il va faire en sorte qu'on va en même temps se libérer des fardeaux émotionnels de notre famille. Donc, par exemple, imaginons on fait notre père. Moi, mon père, disons, prenons un exemple, il a été violent avec moi, il m'a pris beaucoup d'énergie, donc je fais le protocole 6+ avec lui, et en même temps, je me libère de ces fardeaux émotionnels. Par exemple, je vis de l'injustice dans mon travail. Lui, il a vécu de l'injustice avec son frère et sa sœur qui l'ont déshérité, enfin qui ont pris tout l'héritage.
je dis que son injustice, je ne veux plus la porter, que c'est pas la mienne, je m'en libère comme je t'en libère. Ensuite, on continue. Je vis de l'abandon dans mon couple ou vis-à-vis de mes enfants. Et oui, mon père, il a perdu sa mère à l'âge de 3 ans. Il a vécu de l'abandon. Donc, on se libère aussi de son abandon. Mon père a été violent, je l'ai dit. Donc, il y avait beaucoup de colère en lui. Et moi, j'ai une colère rentrée qui, d'ailleurs, me donne de mal à l'estomac. Et j'ai des migraines parce que j'ai des peurs, etc. Et mon père, il avait peur de mourir. Je me libère de sa peur et de sa colère. Ça, c'est le protocole 6+. Et on va faire ensuite la même chose avec notre mère, peut-être sur d'autres choses, d'autres blessures, peut-être de l'injustice, etc. Ensuite, et donc ça, on va le faire avec toutes les personnes de notre famille, le protocole 6+. Avec ses enfants. Non, jamais. Je vais y revenir, mais tu as raison. De notre famille qui, avant qu'on naisse, avant nous, nous ont pris de l'énergie et dont on porte des fardeaux émotionnels. Toutes les personnes. Ensuite, le protocole 6, on le fait, donc c'est le recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie, avec toutes les personnes qui nous ont pris de l'énergie, mais dont on ne porte pas les fardeaux. Exemple, ex-collègues. Frères et sœurs, ils sont sur la même lignée que nous. On ne porte pas leurs héritages. Cousins, un cousin, moi j'ai des dames qui m'ont dit j'ai été violentée sexuellement par mon cousin. Protocole 6 avec. Un oncle ou un grand-père, si jamais, quoique le grand-père, ça serait si jamais il nous a violentés, on va faire le protocole 6+, parce qu'il y a certainement des héritages émotionnels que l'on porte de sa part. Voilà. Donc le protocole 6, c'est je récupère mon énergie, mais je ne me libère pas de ces fardeaux émotionnels parce qu'il n'a rien à voir avec ma famille, ou s'il appartient à ma famille, il est sur la même lignée que moi. Voilà. Et j'en profite justement pour dire peut-être le protocole 7. Il se fait celui-là uniquement sur les libérations de fardeaux émotionnels, mais avec les personnes donc, de notre famille qui ne nous ont pas pris d'énergie. Une grand-mère merveilleuse, un arrière-grand-père, un grand-oncle ou une tante formidable. Oui. Voilà. Il y a des héritages, mais elle a toujours été que bienveillance. Donc là, elle ne m'a pas pris d'énergie. Et là, c'est uniquement le protocole 7. Intéressant. Alors, dans ton livre, tu passes en revue 7 thèmes. Évidemment, on ne va pas tous les passer aujourd'hui. On en a déjà passé quelques-uns. J'aimerais bien qu'on revienne sur comment trouver sa place au travail. Il y a beaucoup de gens qu'on entend dire « Oh là là, je ne comprends pas, je fais tous mes efforts, ça capote, j'y arrive pas ». Et pourtant, je me donne du mal, c'est vrai. Je discutais aussi avec l'expert en relation à l'argent, Christian Junot, et lui, ses stages sont pleins de gens comme ça, de personnes qui disent « je comprends pas, je suis pas idiot, je fais ce qu'il faut, mais ça fonctionne pas ». Alors, tu viens de dire le mot-clé. Quand on se dit « je ne comprends pas, je fais tout ce qu'il faut, mais je n'y arrive pas », c'est dans 99% des cas un héritage transgénérationnel. Donc, je liste précisément tous les cas, oui. Mais en tout cas, on va se poser la question, dans le cas du travail, est-ce que je n'ai pas hérité d'une croyance limitante, le travail est dangereux. Par exemple, imaginons qu'une personne ait travaillé énormément dans sa vie et qu'il en soit mort. Notre père, il s'est crevé à la tâche, comme on dit. Bon, et ben là, on a hérité d'une croyance limitante du fait que le travail amène à la mort. Imaginons qu'une personne, une autre croyance limitante, elle fait un travail et elle travaille et dans son travail, elle provoque la mort de quelqu'un ou je pense à une personne qui décide de partir à l'étranger pour son travail et son couple est détruit à cause de ça et elle devient seule et je ne sais pas dans quelle mesure elle s'est pas suicidée après, en tout cas voilà. Et donc il y a cette personne a engrammé dans son corps le fait que le travail est source d'un drame, d'une culpabilité, puisqu'elle s'est suicidée après. Et donc, nous, on a hérité du fait que le travail, c'est dangereux, c'est ennuyeux, ça peut amener à quelque chose de terrible. Voilà. Donc là, on va chercher dans notre famille qui a pu vivre ça. Qui aurait voulu travailler et n'a jamais travaillé. Oui.
Sachant que dans les carrières de nos parents ou de nos grands-parents, si je prends l'exemple de ma famille, on voit que c'est pas forcément linéaire. On peut avoir un peu parfois des revers tu vois, dans une carrière. Il y a des moments où ça cartonne, des moments où on a un peu pas forcément des revers de fortune, mais ça va moins bien. Donc là, on va s'attacher à l'événement, effectivement, du vécu par la personne. Même pas forcément l'événement dans le sens où on va dire, par exemple, papy, tu as été patron d'une banque, et puis je donne un exemple comme ça, et puis à un moment donné, à travers la guerre, tu avais tout placé sur le franc or, et puis finalement, tu t'es retrouvé avec plus rien. Tu as refait ta fortune après, mais à un moment donné, tu as eu plus rien. Eh bien, cette épreuve-là, je la vis moi aussi dans mon travail, puisque j'ai perdu mon travail, et donc il y a quelque chose qui se rejoue. Je m'en libère comme je t'en libère. Oui, c'est ça, d'accord. Tu vois, ça peut être aussi, par exemple, imaginons que un parent nous ait dit de toute manière, t'es nul, tu n'y arriveras pas. Bon, il y a aussi cette croyance limitante qui repose sur peut-être les peurs de la mère ou du père qui lui, n'a jamais réussi à travailler et qui a transmis ses peurs. Et qui a dit à l'enfant, mais tu n'y arriveras jamais, oh là là, oh lui, le pauvre, il n'y arrivera jamais, il n'y arrive jamais. Et bien, effectivement, on colle finalement à la croyance limitante de la personne. Donc là, on va faire un protocole neuf de consolation par rapport à ce que notre mère ou notre père nous a dit sans arrêt et qui nous a finalement cloué au sol avec ses peurs. Et puis, on va aussi faire le protocole 6+, pour récupérer notre énergie, parce que notre mère ou notre père, en nous disant ça, il nous a beaucoup fait perdre d'énergie. Et en même temps, pour se libérer de sa croyance limitante et de ses peurs. Et en disant, voilà, ça m'empêche de travailler, de trouver ma voie, je m'en libère comme je t'en libère. C'est ça. D'ailleurs, dans ton livre, tu proposes un tableau où on peut noter les blessures, les émotions, etc., pour pouvoir faire ces protocoles en ayant bien posé, je dirais, les données du problème. Complètement. C'est important, ça. C'est super important de commencer effectivement au début avec ces tableaux pour essayer de voir les concordances, parce que ça prend un petit peu de temps, mais finalement, quand on se pose ces questions-là, tout de suite, on voit les liens. Et je me souviens d'un cas de Franck, qui, je cite dans le livre, sa mère, en fait, son père a un accident au travail et qui le rend invalide. Et sa femme, la femme de ce monsieur, décide de le quitter. Et elle perd son niveau de vie, son standing, etc. Et quand Franck va voir sa mère, finalement, quand il est petit, puisqu'il y a une garde alternée, eh bien, sa mère se venge du mari qui a tout fait perdre, le niveau de vie, etc., en l'accablant et en lui disant « t'es nul, tu n'y arriveras à rien », etc. Genre, t'es comme ton père, quoi. Genre, t'es comme ton père, en effet. Et donc, eh bien, il faut à la fois faire ce que j'ai dit tout à l'heure, ce protocole avec cette mère en disant tu m'as pris beaucoup d'énergie, et puis ta croyance limitante n'est pas la mienne, voilà. Et puis faire un protocole aussi avec le père en disant un accident, tu as tout perdu, ton couple et ton travail à cause de l'accident, cette culpabilité-là, je l'ai aussi en moi parce que je me sens nulle et je me sens coupable de ne pas y arriver. C'est pas la mienne, je m'en libère comme je t'en libère. C'est ça. Alors tu parles aussi d'être reconnu à sa juste valeur. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Quelle valeur a-t-on ou pas finalement ? Il y a derrière ça une forme de manque de reconnaissance, de légitimité. Oui, alors ça, c'est quelque chose qui touche beaucoup de gens, et je suis contente que tu ailles sur ce sujet. C'est que parfois, sur le papier, on n'a pas le droit de se plaindre. On a tout. Mais au fond de nous, moi j'ai rencontré quantité de personnes qui me disaient je suis chef d'entreprise, ma sœur, elle travaille elle est caissière, par exemple en supermarché. Il y en a une, je me souviens, elle travaillait dans une boutique de fringues, et elle était très très jalouse de sa sœur qui avait une situation sur le papier qui était bien meilleure à la sienne. Et cette dame qui avait son entreprise me disait, mais moi j'ai le sentiment que je me freine parce que pour pas faire de l'ombre à ma sœur, en fait, qui a été moins regardée que moi quand j'étais petite par mes parents, et j'ai l'impression que je fais un auto-blocage, et c'est ça qui est terrible. Oui. C'est qu'on peut hériter d'épreuves, mais il y a parfois des auto-blocages, et qui peuvent être en lien soit avec de la culpabilité d'avoir plus reçu que l'autre, c'était son cas,
soit le fait de ne pas avoir été regardé assez. Et là, dans ce cas, en fait, on se freine soi-même parce qu'on se dit « mon bonheur empêche le bonheur de l'autre ». Et si, quelque part, je ne vais pas hyper bien et que j'explose pas comme je voudrais, eh bien, c'est totalement inconscient. Ouais. Mais c'est pour en faire en sorte que mon frère ou ma sœur se sentent mieux. Et donc, c'est comme si on s'autorisait pas à se dire « mais moi, je veux voir grand, mais moi, ce que je fais, c'est bien, mais je veux beaucoup, beaucoup plus. » Voilà. Et donc... C'est une posture de sauveur presque inconsciente aussi, de se niveler à la blessure de l'autre. Complètement. Et alors là, il faut réaliser que notre âme et l'âme de notre sœur ou de notre frère, il a choisi cette place. C'est la place qu'il a choisie en s'incarnant. Et donc, et je le dis vraiment précisément, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit « j'ai choisi cette place de second dans la fratrie, ou en tout cas de l'enfant moins regardé que l'autre, et que c'est moi qui dois aller au-delà de ces problèmes pour, c'est ma mission d'âme. Eh bien, on sort de l'état de victime. Oui. On se positionne différemment, et finalement, notre frère ou notre sœur qui réussit mieux que nous, eh bien, nous montre, non pas la voie, mais que c'est notre défi majeur, et qu'on doit retrouver notre place. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, si on est la personne moins regardée, on va chercher dans notre famille qui a déjà vécu ça ? Qui était l'enfant moins regardé ? Qui a peut-être culpabilisé d'être plus regardé, etc. Et si on est la personne qui s'auto-bloque pour pas faire de l'ombre, eh bien, on va chercher dans notre famille qui, effectivement, s'est empêché le succès parce que ça faisait ombrage à quelqu'un. Je me souviens d'une personne qui me disait je ne peux pas gagner, je me refuse l'argent parce que, inconsciemment, dans ma famille, il y a eu une question d'héritage qui a divisé toute la famille. Et à l'issue de cet héritage complètement loupé, je n'ai plus jamais vu les autres membres de ma famille. Et il avait associé inconsciemment dans sa tête que l'argent détruit la famille. Et puis c'était une famille extraordinaire pour lui. Et donc il était pauvre, il n'arrivait pas à gagner de l'argent juste à cause de ça. Et en faisant les protocoles avec sa famille, eh ben tout roule après. Et ça peut être aussi inversement, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas été regardé se dise par compensation, je vais prendre une revanche sur la vie et devenir multimillionnaire, je ne sais pas, que sais-je, pour avoir une forme de reconnaissance. Mais là aussi, il y a quelque chose à comprendre, quelque part. Mais complètement, tout à fait. C'est-à-dire que tu as des personnes qui sont multimillionnaires, mais qui, au fond d'eux, il y a cet enfant blessé, du petit enfant qui n'a jamais été regardé par le père ou la mère et qui dit, tu vois, j'ai des frissons, donc je pense que ça va parler à certaines personnes, même si elles ne sont pas multimillionnaires. Il y en a peut-être. Il y en a peut-être, voilà. Mais et qui vont se dire, mon père ne m'a jamais considéré. Peut-être qu'il travaillait énormément aussi. et je n'ai jamais eu le sentiment qu'il me faisait confiance, qu'il m'admirait. Voilà. Et il y a cette faille à l'intérieur. Et donc, j'ai même des cas, je me souviens d'un monsieur qui me dit, ma sœur est surprotégée par mes parents, mon père a placé mon frère directeur de l'entreprise, et moi je suis plus rien, je viens d'être viré, etc. Et il me dit, c'est d'autant plus injuste que mon propre père a été renié par son père au profit de son frère aîné. Donc je lui dis, vous avez trouvé le lien, faites un protocole avec votre père sur effectivement ce lien qui se rejoue. Oui, c'est intéressant. Alors, autre grand sujet, trouver sa place en amour. Alors là, c'est vaste, parce que tu dis que la vie sentimentale est le domaine où les événements se répètent le plus. C'est vrai qu'on en a tous conscience autour de nous, pour nous-mêmes, de ces scènes qui se rejouent, où on voit, moi j'ai des amis autour de moi, elles retombent toujours sur des personnalités toxiques tout au long de leur vie. Alors ça, c'est courant. Complètement. Et même sans aller sur la personnalité toxique, il y a des personnes qui me disent je tombe toujours sur des hommes qui ne sont pas disponibles, ou bien qui me quittent.
Pardon ? Ouais, l'homme évitant, typiquement. Voilà. Ou qui me disent, j'ai beaucoup là en ce moment de ça, je t'aime, mais j'ai peur de ne pas être assez bien pour toi. Ce qui est tout à fait une injonction paradoxale. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une toxicité qui se cache dessous, mais elle est impossible puisqu'il y a « je t'aime ». Donc, alors là, effectivement, ça montre deux choses. La première, c'est que si vous vivez ça, vous avez perdu beaucoup d'énergie. Donc, il va falloir faire les recouvrements d'âme pour récupérer l'énergie, les protocoles 5 et les protocoles 6 avec toutes les personnes qui vous en ont pris. Alors, redis ce qu'ils sont, les protocoles 5 et 6. Le protocole 5, recouvrement d'âme suite à une épreuve. Et le protocole 6, recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie. Donc, avec toutes les personnes, en commençant par les parents, mais aussi frères et sœurs, collègues, ex-conjoints, qui nous ont pris de l'énergie. Bon. Ça, c'est la première des choses, parce que rencontrer quelqu'un qui nous prend de l'énergie, ça signifie, mais à 100%, qu'on vous en a pris déjà beaucoup avant. Et une personne qui n'a pas été désirée, elle a perdu de l'énergie avant de naître. Au moment de l'acte sexuel, au moment où la mère ou le père découvre qu'elle est enceinte, eh bien, le fœtus perd de l'énergie. Donc, parfois, les personnes, elle naît, elle lui manque de l'énergie. Donc, c'est quand même... Mais rassurez-vous, on la récupère. Alors, il y a des personnes qui ne sont pas désirées dans des cas, par exemple, extrêmes, de viol, non consenti, etc. Puis, il y a des personnes non désirées où, finalement, il n'était pas prévu, mais il est là, super. N'empêche. D'accord. Je précise, parce que quand tu dis non désiré, d'accord, ça couvre tous les cas. Ça couvre tous les cas, même si les parents ont été exceptionnellement bienveillants, étaient très heureux et tout ça, voilà. Il y a ce côté pas désiré au départ qui fait que ça sert à rien de critiquer les parents. C'est notre choix de s'incarner ainsi et de récupérer notre énergie, et on peut le faire. Donc, je reviens sur les cas de l'amour. Donc, on a perdu de l'énergie. Première des choses, c'est le premier constat. On va faire en sorte de faire ces recouvrements d'âme pour récupérer l'énergie. Et ensuite, on va se poser la question. Comment je vis ma situation ? Et on va y attacher 10 blessures. Enfin, il y a 10 blessures, on va y attacher une ou deux. Est-ce qu'il y a donc les 5 blessures de Lise Bourbeau qu'on connaît tous, abandon, trahison, injustice, rejet, humiliation. Il y en a 5 autres. Peur, culpabilité, impuissance, tristesse, colère. Ah, tu sors ça comme ça. Bon, il faut les retenir. Il faut les retenir. Notez-les. Bon, ils sont dans le livre. Oui. Bon, et ma situation amoureuse, ce qui se passe, je le vis comment ? Et j'y attache une ou deux blessures. Peut-être injustice et tristesse. Bon. Je vais ensuite chercher... L'injustice revient souvent, Je pense que tu ne le cites pas par hasard. Absolument. Donc, je vais chercher dans ma famille qui a vécu de l'injustice et de la tristesse. Et je vais faire des protocoles avec elle. Le 6+, si ma mère ou mon père ont vécu de l'injustice et de la tristesse, ce sont des exemples. Si vous l'avez vécu avec de l'humiliation et de la colère, vous cherchez l'humiliation et la colère chez vos parents. D'accord ? Et vous faites le protocole 6+. Et puis, vous allez chercher auprès de vos grands-parents ceux qui ont vécu, donc toujours pareil, l'injustice et la tristesse, ou la colère et de l'humiliation, et vous allez faire le protocole 7 avec elle, qui est cette libération émotionnelle des fardeaux émotionnels qui ne nous appartiennent pas. Mais une fois que vous avez fait sur les blessures, vous allez chercher les cas qui pourraient se reproduire, les épreuves. Qui n'était pas heureux en amour ? Qui aurait préféré vivre seul plutôt que mal accompagné ? Je me souviens d'une femme... On ne le sait pas forcément d'ailleurs pour ses grands-parents. Complètement. Est-ce que même si on soupçonne, on peut le faire quand même ? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Par exemple, des mariages arrangés. J'ai rencontré quelqu'un dernièrement qui m'a dit mon grand-père était suisse, très riche. Il s'est marié avec sa cousine suisse, très riche. Ils n'ont jamais été amoureux. Bon, il y a quelque chose de l'amour magnifique est impossible, dont on a pu hériter. Ensuite, donc, qui était malheureux en amour,
aurait préféré être seule plutôt que mal accompagnée? Là, je pense aussi à une dame dont la mère avait épousé un homme parce qu'elle était enceinte de lui. Bon, l'accident. Oui. À l'époque, on pouvait pas, voilà, le père oblige, t'as couché avec lui, tu es enceinte, tu te maries avec. Bon. Et il y a quelque chose de l'ordre de l'amour idéal, et en plus, elle avait couché avec cet homme-là pour rendre jaloux l'homme dont elle était amoureuse. Ah oui. Bon. C'est compatible. Donc l'amour fou est impossible. On va chercher comme ça des choses qui peuvent se rejouer. Mais imaginons qu'une grand-mère, qu'une tante ou qu'une mère ou même un père ait eu une violence sexuelle, ait vécu une violence sexuelle, quelle qu'elle soit, même si c'est que des attouchements, c'est de la violence sexuelle. Eh bien, il y a quelque chose de l'ordre de l'amour a été faussé. Donc, la relation d'amour a été faussée, et moi je ne comprends pas, j'ai peur de m'investir dans mon couple. Bon, je donne plein d'autres exemples, mais voilà, c'est pour donner des pistes de réflexion pour essayer de comprendre justement pourquoi nous on trouve pas l'amour. Est-ce qu'il y a d'autres fardeaux auxquels tu penses justement qu'on vit en amour, que tu vois le plus dans ta pratique comme ça, qui te viennent en tête? Dans les problématiques de couple, de trouver sa place, etc. Après, il y en a des milliers des problématiques de couple, mais celles qui reviennent peut-être le plus souvent. Un truc est banal, mais quelqu'un qui a divorcé et qui a jamais retrouvé ensuite une vie stable, financière et amoureuse, elle a pu transmettre à sa fille ou à son fils le fait que l'amour amène la déchéance, la tristesse, la solitude. Ouais. Donc les divorces, il y en a énormément. Donc bien sûr que les cas de divorce, de séparation, impactent chez l'enfant ou le petit enfant. Toujours, alors puisqu'on parle de la famille, il y a un thème qui m'a intéressée aussi, puisque je suis maman, c'est être serein pour un enfant. Alors c'est ce fameux effet miroir de certains enfants qui parfois vont mal. Là tu donnes l'exemple d'une qui a beau être médecin, elle dit oui. J'ai un de mes fils, il est avachi, il passe ses journées devant Netflix, et puis l'autre aux US qui déprime complètement. Alors ça va mal, quoi. Voilà. Alors, ce qu'il faut considérer, c'est que nos enfants sont les miroirs de nous-mêmes. On connaît l'expression, ce sont des éponges, mais c'est effectivement des miroirs. Donc, si ce que vit mon enfant me perturbe, eh bien, voyons comment moi je le vis. Si mon enfant, par exemple, ne sait pas quoi faire, ne se projette pas dans l'avenir, il a peut-être hérité d'une personne de la famille le fait que, ce que j'expliquais tout à l'heure, la vie n'a plus de sens. Ça, c'est un truc très, très, très banal. Et c'est pour ça que j'ai rajouté le protocole 7+, qui est... qui est salvateur. C'est-à-dire que le protocole 7+, il consiste à faire un protocole avec toutes les âmes des enfants morts très jeunes, des enfants morts, voilà, et puis des fausses couches et des interruptions de grossesse. En fait, ces âmes-là, on n'en parle jamais. Pourquoi ? C'est tabou, parce que c'est tabou, on en a honte, parfois c'est beaucoup de tristesse, et donc ces âmes-là n'ont jamais eu leur place. Elles n'ont pas été reconnues. Elles n'ont pas été reconnues. Nous, on a peut-être du mal à être reconnus. Et notre enfant, il nous fait voir qu'il y a quelque chose de l'ordre du non-sens, les mots naissance et mort qui ont été associés. Et donc, ça me donne la chair de poule. Il y a notre enfant, il nous fait comprendre que... Et d'ailleurs, si nous-mêmes, on a vécu une fausse couche, une interruption de grossesse, on peut être sûr et certain que ça a eu lieu avant. Donc là, même si on n'a pas l'information, on fait avec notre mère, voire notre grand-mère, en disant, voilà, tu as vécu une fausse couche, une culpabilité peut-être, bon, etc. Je m'en libère comme je t'en libère. Mais surtout, on va faire ce protocole 7+, avec les âmes défuntes, ces âmes parties trop tôt, qui se sont, à vous les âmes qui se sont incarnées de manière si courte. Voilà. Eh bien, voilà. Et en faisant ce protocole soi-même, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, faire quoi que ce soit avec nos enfants. On va libérer nos enfants de ce fardeau émotionnel. Et ce qui est important, c'est que si un enfant est
un nourrisson, ça marche d'autant mieux, ou un petit enfant. Mais même plus tard, adolescent ou même beaucoup plus âgé, simplement dire à notre enfant, ce que tu vis là, tu le vis comment ? Et puis on va lire dans le livre les 10 blessures. Tu le vis comme de la colère, de la tristesse, de l'impuissance, etc. Bon. Quel que soit le terme qui dit « je le vis comme de la colère ». Bon. Eh bien, il faut lui dire, j'explique vraiment les choses à l'intérieur, mais il faut lui dire « ce n'est pas la tienne ». C'est celle de papy qui est mort à la guerre et qui a été très en colère parce qu'il était lui aussi impuissant. Et j'ai un monsieur et je donne l'exemple dans le livre. Oui, tu donnes un exemple et tu dis que le jeune est revenu et son problème a été terminé. Je ne sais plus ce qu'il est comme problème de sommeil ou je ne sais plus quoi. Alors, il y en a 2 cas, mais il y en a un où, en fait, le gamin a 18 ans, il a des problèmes à l'estomac. Oui, c'est ça, les problèmes à l'estomac. Voilà. Et comment dire, et son père a, lui aussi, quand il était ado, avait des problèmes à l'estomac. Et il me dit, bon, j'ai lu votre livre, je vais le voir dans sa chambre, et je lui dis, rends-moi ma colère. Je trouvais la formule extraordinaire. Bon. Et mon fils me regarde en me disant, papa, t'as bu un coup, c'est quoi l'histoire? Voilà. Et il le regarde, son père le regarde droit dans les yeux, et il lui dit, cette colère que t'as à l'intérieur de toi, c'est ça qui te provoque ton problème à l'estomac. Je vais te raconter quelque chose, il lui avait pas dit, il lui dit, moi aussi, quand j'avais 18 ans, j'avais des problèmes à l'estomac, et c'était aussi de la colère. Et j'en ai hérité de papy, il lui explique pourquoi. Bon. Et il lui dit, rends-moi ma colère parce que je vais m'en libérer. Et ça me donne l'émotion parce que le gamin s'est levé, puis il a serré son père dans ses bras, et il a plus jamais eu mal au ventre. C'est incroyable. Et des cas comme ça, pareil, d'un petit nourrisson qui régurgitait et qui, la mère a compris que c'était les peurs, que ce gamin avait hérité des peurs de son arrière-grand-mère qui avait perdu une fille à l'âge de 3 ans et qui lui a juste dit, elle est à l'hôpital. Et elle lui dit, tes peurs, le petit, il a 2 mois, tes peurs ne sont pas les tiennes. Ce sont celles de arrière-mamie Janine, je ne me rappelle plus le prénom. Bon. Elle a perdu un enfant qui avait 3 ans, ce ne sont pas tes peurs. Le gamin, le petit enfant, n'a plus jamais régurgité. C'est magique. Surtout que nous, en transgénérationnel, on est quand même une génération issue de grands-parents et d'arrière-grands-parents qui avaient fait 2 guerres. Absolument. Plus même encore celle d'avant. Donc, je dirais qu'on a vraiment dans notre arbre toutes ces peurs, toutes ces colères, toutes ces injustices, toutes ces trahisons, toutes ces blessures, tristesse, particulièrement. Impuissance, culpabilité. C'est impressionnant. Donc, effectivement, c'est important de prendre un petit cahier puis de noter les choses, etc. Et après avoir dit ça à notre enfant, il faut tenir notre promesse en disant, maintenant, moi, je vais faire le boulot et je vais me libérer des fardeaux émotionnels de ma famille. Voilà, alors on approche doucement mais sûrement de la fin de ce podcast et j'aimerais quand même qu'on reparle du sujet de la maladie. On l'avait déjà évoqué dans le premier podcast avec toi, qui a donné lieu, dont tu parles aussi beaucoup dans ton best-seller, La clé de votre énergie. Je crois même que tu commences ton introduction aussi en parlant de toi, ce que tu avais vécu avec tes problèmes de dos. Et tu poses aussi cette question qui m'intéresse vraiment, c'est est-ce qu'il existe un intérêt finalement à rester malade, parfois se complaire dans la maladie? Alors, inconsciemment, on est englué dans nos émotions. Bien sûr. Alors, c'est vrai que c'est une question qui est importante de se poser. Est-ce que j'ai un intérêt à rester malade? Ça tient souvent plus pour les personnes d'un certain âge qui sont dans la solitude et qui vont trouver chez le médecin, chez leur thérapeute, quel qu'il soit, une écoute qu'elles n'ont pas par ailleurs. Et donc ça, c'est important. Mais ça peut aussi exister chez un jeune, chez quelqu'un de plus jeune, qui finalement va trouver un intérêt parce qu'en étant malade, ça lui permet de rester peut-être chez lui, ça lui permet peut-être de voir quelqu'un. Vous voyez, quand par exemple, un enfant va voir sa mère, maman, est-ce que tu veux jouer avec moi? Non, mon chéri, j'ai pas le temps. Maman, est-ce que tu veux jouer avec moi? Non, mon chéri, j'ai pas le temps. Le petit va pour jouer et se fait mal. Bon, la mère arrive et lui dit, bon, il pleure. Ok, bon, allez, on sèche les larmes, je joue avec toi.
qu'est-ce qu'on fait passer comme message à l'enfant ? C'est que quand tu as mal, je m'occupe de toi. Quand tu attires l'attention, voilà, même si elle est négative. Mais voilà. Donc, et ça, on l'a tous fait. Bien sûr. Bien sûr. Donc, en fait, on a fait passer le message que finalement, quand je vais mal, les personnes qui me sont chères s'occupent de moi. Et moi, j'ai connu des personnes qui, chaque fois que leurs parents partaient en voyage, etc., tombaient dans la minute près en maladie grave, obligeant les parents à revenir à l'hôpital, grosse crise d'asthme terrible, etc. Derrière l'asthme se cache une blessure d'abandon majeure ou blessure de rejet. Donc là, effectivement, se poser la question, se dire, mon corps me montre que j'ai une blessure d'abandon, qu'il faut que je guérisse, parce que j'en ai hérité de quelqu'un d'autre avant moi, et que ce n'est pas la solution, parce que finalement, je me pénalise moi-même, et je vais pouvoir m'en libérer. Donc voilà, j'ai listé un petit peu quels sont les intérêts qui font que je suis malade, et très souvent, c'est aussi en lien avec des peurs. C'est-à-dire que être malade me permet de ne pas me lancer dans l'activité professionnelle qui me fait si peur parce que je ne trouve pas ma voie ou parce que j'ai peur de mal faire. Donc je m'auto-limite, quoi. Je m'auto-limite. Et donc, peut-être que ça vient du fait que un de mes parents ou grands-parents m'a dit « t'es nul, t'y arriveras jamais ». Et donc là, on va faire un protocole neuf de consolation, ou peut-être que ça vient de quelqu'un de ma famille avant moi qui a toujours eu l'impression qu'elle était nulle parce qu'elle n'a pas eu de diplôme, parce qu'elle n'est pas arrivée professionnellement à la situation dont elle rêvait, ou elle n'a pas connu le succès dont elle rêvait. Et donc là, on va faire un protocole de libération émotionnelle avec ces personnes. Intéressant. Alors, autre chapitre rapidement, qui est le moral, pour à la fois s'aimer comme je suis, faire fuir la tristesse et la peur, justement. Tu reparles de cette bibliothécaire qui n'a plus goût à rien, qui a des idées noires. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit quand même aussi souvent. C'est pour ça que j'aimerais bien que tu en parles. Cette idée de manque de goût à la vie. Alors, je l'ai un petit peu abordé tout à l'heure sur l'histoire, effectivement, du non-sens, mais c'est essentiel parce que effectivement, il y a tellement de personnes qui ont hérité du fait que dans leur famille, la vie n'avait plus de sens suite à un drame, suite à un accident, suite peut-être à une faillite, quelque chose qui a perdu tout son sens. Et nous, on en a hérité et on ne voit pas du coup l'intérêt voilà, on est triste, on n'arrive pas à imaginer. Mais par rapport à tout ce que l'on vit sur le plan sanitaire, je vais prendre un autre exemple qui sont ces personnes qui sont très en colère parce qu'elles se sentent sous la contrainte. Oui. Si tu es d'accord. Et je vais leur dire, finalement, peut-être qu'à l'intérieur de vous, eh bien, cette contrainte, cette peur, enfin cette colère que de vous sentir sous contrainte, elle est héritée. Et en cherchant qui dans votre famille a été sous contrainte. Et il y en a plein. Est-ce que votre mère a été sous la contrainte de votre père ? Est-ce que votre père a été sous la contrainte de son propre père, obligé de reprendre l'entreprise familiale ? Est-ce que Et puis je parlais des guerres, nos grands-parents ont été contraints d'aller à la guerre. Exactement. Le grand-père, est-ce qu'il a été sous contrainte, obligé de partir ? Oui, ou en camp de concentration, oui, absolument. Est-ce que la grand-mère, dont le mari part à la guerre, qui est obligée d'élever 5 enfants toute seule, elle est sous la contrainte aussi ? Donc, j'ai vu des choses magiques, vraiment, Anne, c'est-à-dire que des personnes qui, en se libérant de la contrainte de leur famille, eh bien, tout d'un coup, vivaient leur vie de manière beaucoup plus décomplexée, sans colère, et en se disant je respire, je reprends ma place, et finalement, cette situation me fait voir que j'avais des fardeaux dont je pouvais me libérer. Ah, génial. Alors, allez, une petite conclusion. Tu cites le professeur Pauling, prix Nobel de chimie et prix Nobel de la paix, qui dit que la vie, ce n'est pas les molécules, mais les liens qui existent entre elles. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça t'inspire ? En fait, c'est effectivement essentiel. C'est-à-dire que les liens entre chaque personne comptent plus que les molécules, et que finalement, tout ce travail sur la recherche transgénérationnelle repose sur ces liens invisibles et pourtant qui pèsent sur notre vie. Donc, ce n'est pas parce que ces liens ne se voient pas
qui n'existe pas. Essayez, vous n'avez rien à perdre, vous avez plutôt tout à gagner. Génial. Merci infiniment, évidemment, Natacha Calestrémé, d'être venue faire ton premier tour de piste dans Métamorphose à l'occasion de la sortie de ton nouveau livre, très attendu. Trouver ma place, 22 protocoles pour accéder au bonheur, aux éditions Albin Michel. Et pour celles et ceux qui veulent réécouter, évidemment, on a fait aussi ce premier podcast dont on a parlé sur la clé de votre énergie. Ils peuvent être écoutés indépendamment, mais c'est intéressant de les lier. Ce sera tout à fait complémentaire. Merci beaucoup, Natacha. Merci, Anne. C'était un honneur et je suis tellement ravie d'ouvrir le bal avec toi. Génial. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Découvrez aussi en librairie mon livre, issu du podcast Métamorphose, éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi, aux éditions Erol. Et enfin, pour nous soutenir, rejoignez la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci infiniment. Podcast qui éveille la conscience.